Bon, les Anglais, quand ils parlent d'une méduse, ils disent jellyfish. Jellyfish, ça veut dire poisson gélatine. Vous remarquez que les Français ne font pas l'erreur de confondre une méduse et un poisson, puisque dans la biodiversité et la diversité du monde animal, il y a bien une scission entre un poisson qui en général a des yeux et une méduse qui n'en a pas. La méduse n'est pas un poisson. Et donc, il y a une grande différence, parce qu'on peut dire, oui, bah, quel est l'intérêt de toute façon. Il y a une grande différence, puisque tout ça renvoie au symbolisme. Je rappelle que la méduse, dans la culture gréco-romaine, c'est la superficialité. La superficialité, c'est Persée qui coupe la tête à Méduse, donc la femme avec des serpents dans la tête, c'est-à-dire l'aspect rectilien réfractaire au progrès, qui paralyse tout le monde dans la superficialité, c'est la pétrification de la Méduse. On voit bien qu'on est, nous, Français, dans une culture gréco-romaine où on ne fait pas la confusion de mettre le poisson et la méduse sur le même niveau. Le problème, c'est que au niveau symbolique, ça veut dire que les Anglais ont un rapport au monde beaucoup plus superficiel, puisque pour eux, une méduse est une version d'un poisson, si vous voulez. C'est-à-dire que, parce que nous, on dit être à l'aise comme un poisson dans l'eau. L'eau, c'est les courants de pensée. Le poisson, c'est celui qui navigue dans les courants de pensée, si vous voulez, dans la symbolique. Mais pour les Anglais, s'ils couplent le poisson avec la méduse, ça veut dire que leur courant de pensée est beaucoup plus superficiel, puisqu'ils incluent la superficialité symbolique dedans. C'est ça, la subtilité des différences des langues. C'est-à-dire que si on couple le français à l'anglais, c'est qu'on est en train de se superficialiser. Et si les mouvements juifs sionistes accompagnent cette superficialité, c'est parce qu'ils accompagnent les gens dans une décadence subtile au niveau moral et spirituel qui est profitable au fait que eux, en tant que peuple matérialiste et superficiel, bénéficient de la décadence collective, si vous voulez. On va être plus clair, parce que ça va même beaucoup plus loin tout ça. Quand on dit, moi dans mes vidéos, j'explique que le polythéisme du paganisme nordique contenu dans la mythologie nordique se heurte au polythéisme de la mythologie gréco-romaine, et donc on a une confrontation entre défaitisme nordique et positivisme gréco-romain. Parce que le rapport à l'animalité, ça renvoie à l'homme primaire, le Gaulois qui vivait dans sa forêt et qui chassait les faisans. Bon, ben, dans le Nord, c'est pareil. Ce qui explique que dans les dieux des uns et des autres, de ces peuplades nordiques, on a l'utilisation des animaux et puis des dieux de la nature, si vous voulez. C'est l'homme primaire qui est dans son rapport encore archaïque, dont l'homme évolué essaye de... L'homme évolué, c'est celui qui essaye de s'extraire de son animalité. Et on voit bien que dans le polythéisme de la mythologie gréco-romaine, on a le Persée qui surmonte la superficialité et l'archaïsme que Méduse représente. On a la confrontation entre le centaure Chiron et Hercule, c'est-à-dire la créature mi-homme, mi-cheval, qui en plus est couplée à la science, vous remarquerez, Chiron c'est aussi la médecine. On voit bien que Hercule, qui est le héros de l'humanité, donc le fils de Zeus, qui essaye de s'extraire de ce paganisme archaïque des anciens temps, est brûlé par la cape de Chiron après l'avoir défait, si vous voulez. On voit bien qu'on est dans la culture gréco-romaine, contrairement au défaitisme nordique, où on voit que Odin, lui, meurt dans le Ragnarok. Il fait Odin, dans sa tentative de se surpasser la matérialité, la superficialité qui était directement consécutive au conflit intergénérationnel, au fait que les anciennes générations se défaussent de leur échec émancipatif sur les nouvelles, ce qui a pour conséquence de les enfermer dans la matérialité du monde, si vous voulez, c'est pour ça qu'on dit les hommes s'agitent dans l'argile, c'est qu'on est cloîtré dans un monde matérialiste par défaussement intergénérationnel, si vous voulez, notamment par le biais du labeur ingrat et ce genre de choses. Bon, toutes les mythologies n'abordent que la tentative des nouvelles générations de s'émanciper des anciennes et d'échapper au matérialisme de soumission. Mais Odin, lui, il fait l'erreur de troquer son œil contre la science, c'est-à-dire de se complaire dans le culte de la façade, et c'est ce qui explique sa défaite à la fin contre le loup Fenrir, où en fait il est incapable de s'émanciper du père et de la mère correctement, et il finit broyé dans sa rage, si vous voulez. C'est typiquement nordique et anglo-saxon. C'est ce qui explique pourquoi ils ont besoin, à cette époque, de déferler en contrebas pour piller d'autres cultures. Bon, avec l'aspect Loki, qui est un peu
l'aspect cinglé qui fait toujours basculer les choses du mauvais côté, si vous voulez, hein, qui bascule dans l'insanité, probablement... Bon, peut-être la pédérastie, ce genre de choses. Hein, on a tout Loki a tout dans la mythologie nordique du malin, si vous voulez, hein, du diable. Voilà, l'aspect sous-jacent superficiel qui fout toujours le bordel plutôt que d'aller dans le bon sens. Voilà. Bon, on va pas être complètement négatif avec les Nordiques. Ils ont, après le Ragnarok, il y a quand même, bon, il y en a peu qui survivent, mais il y a quand même un des fils de Odin qui le venge en tuant le loup Fenrir. Après, toute la question dans la mythologie nordique, c'est de savoir sur quoi repose le nouveau monde qui se met en place après le Ragnarok. Bon, mais on voit bien qu'on a le défaitisme nordique en contradiction avec le positivisme gréco-romain, où Zeus, lui, s'échappe de la fatalité de son père Cronos, en lui faisant ravaler son échec émancipatif, c'est-à-dire il fait avaler à son père une pierre, ce qui fait qu'il échappe à la prédation intergénérationnelle et il devient le dieu des dieux avec des attributs, les éclairs, la foudre, la lucidité, ce qui lui permet de produire la justice, Athéna. Hein, on est vraiment dans une civilisation gréco-romaine en contradiction avec l'aspect archaïque primaire des peuples du Nord qui apporte une tentative d'extraction de ce monde primaire lié à l'animalité, si vous voulez. On le voit avec, on le voit avec Hercule, on le voit avec Persée, on le voit avec Zeus. C'est manifeste qu'à cette époque, il y a une impulsion qu'on appellera le positivisme gréco-romain, qui est ambigu, parce qu'on est quand même encore dans le polythéisme, ce qui explique la confrontation avec le polythéisme du paganisme du Nord, si vous voulez. Mais ce positivisme va être propice à l'arrivée du Christ, en contradiction avec le judaïsme, puisque le Christ va apporter par le monothéisme une simplification et une clarification par rapport à l'ambiguïté entre le Nord et le Sud, si vous voulez. Et vous remarquez que dans le temps, hein, bon, on voit que les Romains portent les aqueducs, les canaux d'échanges commerciaux. C'est pas les peuplades nordiques hein, qui le font. On est bien d'accord. Pour mettre les choses à leur place. Et vous remarquez que dans le temps, la France, qui est le point de rencontre de toutes ces cultures, puisque en France, il y a des Gaulois qui se sont alliés avec Rome, qui ont été romanisés. Il y a toujours la France est vraiment le point de conflit entre positivisme gréco-romain, christianisme, défaitisme nordique d'un côté, allié avec le judaïsme. C'est-à-dire, c'est comme si vous étiez pris en tenaille entre les peuplades du Nord et le défaitisme et les Juifs, si vous voulez. Si aujourd'hui, des Juifs sionistes appellent les Français à débiliser, à simplifier, à superficialiser leur langue au profit du franglais, c'est que les juifs sionistes ont intérêt à ce que le défaitisme nordique gangrène ce qui reste du positivisme gréco-romain, du christianisme. C'est une réalité de la société française. Il faut connaître un peu l'histoire et remettre les choses à leur place, si vous voulez. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que, qu'est-ce que c'est le Christ? Le Christ, donc, c'est, à un moment donné, les Romains, bon, ils sont ambigus. J'ai dit, ils sont polythéistes, et puis, même s'ils s'approprient le positivisme gréco-romain et l'impulsion christique, ils sont quand même, dans l'aspect martial dominateur, boiteux, puisqu'ils laissent les Juifs choisir Barabbas. C'est-à-dire, finalement, la configuration sous-jacente de l'échec de l'Empire romain, c'est qu'il y a une tendance à se complaire dans l'aspect barabbasien gauchiste, c'est-à-dire le criminel, le terroriste, si vous voulez, hein, donc celui qui reste soumis aux anciennes générations et qui préfère se complaire dans une voyoucratie, hein, et avec de connivence avec les marchands du temple, c'est-à-dire au lieu de s'émanciper des anciennes générations par la droiture, comme le Christ l'explique, c'est-à-dire au lieu de finir complexé et haineux et soumis au système, lui, il prend de la hauteur, il pardonne et il comprend les travers humains pour aider les autres, si vous voulez. Bon, bah ça, c'est la résurrection et c'est le Christ, si vous voulez, hein, qui est donc le Fils de Dieu, en contradiction avec le matérialisme qui renvoie à l'inverse. Voilà, avec le Satan, hein, avec le diable, si vous voulez. Bon, on voit bien que les Romains laissent les Juifs choisir Barabbas. C'est-à-dire qu'il y a un aspect sous-jacent des Romains qui, malgré le fait qu'ils ont le positivisme grec qu'ils ont assimilé et qu'ils assimileront après le christianisme, il y a toujours l'aspect militaire boiteux qui laisse en fait l'aspect dominateur qui sous-tend la complaisance dans la soumission barabbasienne, la voyoucratie au profit du culte de la façade que les marchands du temple représentent, si vous voulez. Donc on voit bien qu'il va y avoir une contradiction entre la culture chrétienne, qui va donner le catholicisme, qui sera aussi un dévoiement du christianisme, et les peuplades nordiques qui vont travestir le catholicisme par le protestantisme, et qui prendra en tenaille avec la culture juive,
les cultures chrétiennes, on va dire, nous on parle de la France parce que c'est le point de rencontre de tout, mais on voit bien que le protestantisme va dégrader progressivement les guerres de religion, guerre caribéenne, guerre de 7 ans, les empires catholiques européens et notamment la France, si vous voulez. Pourquoi? Parce que l'Église catholique, qui a travesti l'enseignement du Christ, n'a pas tenu ses préceptes. Donc la superficialité revient, si vous voulez. Et vous remarquerez, de la même manière que le centaure Chiron est lié à la science, le côté animal et la béquille de la science, qui renvoie au paganisme nordique, le protestantisme va s'imposer sur Gutenberg, la réforme, c'est-à-dire l'arrivée de la science et l'établissement le libéralisme anglais va établir une ère marchande superficielle au détriment de prérogatives religieuses résiduelles, si vous voulez. Ce qui explique finalement toutes les guerres actuelles qui ne consistent qu'à faire les poches à des régimes religieux en faillite, au profit de la résurgence d'Israël. Vous voyez, tout le conflit est là, si vous voulez. Et dans la langue française, on a, au niveau de la méduse, si vous voulez, tout le conflit entre les différentes cultures, parce que le fait qu'on dise être à l'aise comme un poisson dans l'eau ne renvoie pas au christianisme, mais renvoie au polythéisme gréco-romain. C'est-à-dire, être à l'aise comme un poisson dans l'eau, ça veut dire qu'on a quand même encore l'ambiguïté de mettre dans notre rapport au monde l'animalité de l'archaïsme, si vous voulez. Hein, l'utilisation de l'animal comme médiation de notre propre rapport au monde n'est pas normale, à la limite. Hein. Et les Anglais, eux, ils disent poisson gélatine au lieu de méduse. Ça veut dire que dans leur courant de pensée, ils incluent la bestiole qui n'a pas Dieu, donc la superficialité, la gélatine, la superficialité, hein, dans leur rapport au monde, dans leur courant de pensée. Donc on voit bien que si les Anglais ne font pas la distinction entre poisson, méduse, et qui disent que la méduse n'est qu'un poisson gélatine, en réalité, ils incluent la superficialité dans leur courant de pensée. Là, on retrouve l'aspect paganique nordique qui a été réfractaire au christianisme, enfin voilà, aux campagnes de christianisation de force, si vous voulez. On peut critiquer la manière dont le christianisme s'est répandu par la force, c'est une réalité. Cependant, ils n'ont jamais été capables d'assimiler les préceptes de fond du christianisme et ont toujours laissé le paganisme sous-jacent reprendre le dessus. Ce qui explique cette utilisation et cette confusion entre poisson et méduse, que les Français qui ont toujours choisi au cours de l'histoire, souvent, hein, vous regardez, Charlemagne s'allie avec Rome alors que c'est un nordique. Il y a Jeanne d'Arc, on voit je dis De Gaulle, même Chirac quand il veut pas faire la guerre en Irak. On est toujours dans ce conflit entre positivisme gréco-romain et défaitisme nordique. Et là, on voit bien avec l'utilisation de la langue anglaise, avec la langue française et la différence avec la langue anglaise, qu'on retrouve les conflits entre paganisme nordique, polythéisme gréco-romain et l'aspect juif de fond sous-jacent qui tente à vouloir tout superficialiser au profit de la persistance de son modèle. Bon, c'est parce que les gens ne font pas d'efforts, si vous voulez, mais on voit bien que l'utilisation de la langue française est bien plus subtile que la langue anglaise qui est simplificatrice et qui est totalement dévouée à un système commercial. Voilà. Et c'est pour ça que les juifs sionistes tirent toujours parti du protestantisme et mènent les Américains, notamment par le bout du nez, au profit d'Israël. Tout ça se retrouve dans les conflits antiques et dans le moment où le Christ apparaît, si vous voulez. On a tout qui est déjà défini et qui s'explique aujourd'hui, quand vous regardez la langue française, on retrouve tous ces aspects de lutte subtile, si vous voulez. C'est pour ça que de permettre aux juifs sionistes d'angliciser la langue française est une aberration d'un point de vue moral et spirituel, si vous voulez. Voilà, tout simplement. Et si les gens se plient à ça, ça veut dire qu'ils préfèrent se plier. Regardez, la culture anglo-saxonne produit Alien. Alien, c'est comme la méduse. Ils n'ont pas Dieu. C'est à force de se déporter comme les Vikings. Hein, le film Alien, c'est la déportation, si on prend le 1 ou le 2, c'est la déportation des anglo-saxons d'une part dans la superficialité colonialiste et puis le culte de l'espace. Ça les rend de plus en plus... C'est le conflit entre ce qui leur reste de rapport au monde un peu lucide et leur superficialité qui les aspire progressivement. L'alien, ça n'est que le côté dévirilisé des Marines qui tente à perdre ses yeux, sa spiritualité, au profit d'un modèle totalement dédié à une satisfaction organique primaire. Hein. Et donc, ça ramène bien le protestantisme vers le judaïsme.
Hein, et c'est bien la déportation colonialiste qui l'explique, c'est-à-dire le fait de se défausser dans des cultures extérieures au lieu de rester chez soi à travailler à ses propres problèmes. Voilà, ça, quand vous comprenez les subtilités des différentes langues et des différentes cultures, et puis les symboles utilisés dans les films et ce genre de choses, vous comprenez totalement ce qui régit les différentes cultures. L'alien, c'est la peur des Nordiques de retourner à l'aspect primaire organique qui renvoie au judaïsme, c'est-à-dire un aspect dévirilisé qui se complaît un peu dans une pédérastie au profit d'un aspect féminin de complaisance qui représente la complaisance hystérique de leur modèle idéologique, si vous voulez, totalement dédié au consumérisme. C'est-à-dire que les hommes se dévirilisent dans le culte de la science au point que leur aspect féminin organique prend le dessus sur la chose, si vous voulez. Voilà, ça c'est la peur sous-jacente qui est démesurément exprimée par les aliens, si vous voulez, hein, dans la culture. Voilà, c'est l'aspect militaire belliqueux dans le culte de la science et puis l'acharnement dans la déportation superficielle qui aliénise progressivement les gens au profit d'une organisation, si vous voulez, où l'aspect masculin dévirilisé est totalement dédié à la satisfaction de sa pensée organique qui prend le dessus sur le tout, si vous voulez. Hein. Voilà. Et ça renvoie au judaïsme. Évidemment, bon, les films sont démesurément exagérés, ça en fait toute une tonne, alors qu'en fait, c'est un peu l'éléphant et la souris, si vous voulez. Hein. Voilà. Et bon, vous voyez? Donc, c'est important de comprendre sa culture et de savoir les différences entre les différents peuples et de ne pas se laisser dériver jusqu'au point où on va vers l'humain artificiel qui est l'enfermement de l'humanité dans un négationnisme spirituel au profit de la perpétuation éternelle du judaïsme, si vous voulez. Voilà. Ça, c'est l'enjeu de notre époque contemporaine.